Alors bonjour à tous. Donc en cette rentrée, nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire. Nous avons choisi cette fois de revenir sur un sujet que nous avions déjà évoqué, qui est l'embauche des saisonniers. Alors, il y a eu quelques nouveautés et c'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous en informer. Comme toujours, ce webinaire va se dérouler en deux temps. Donc dans la première partie, nous allons visualiser une courte vidéo. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous laisserai la même pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Questions donc qui seront posées aux experts. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Ève Chambouguillot, qui est médecin du travail et responsable de service. Bonjour Marie. Laurence Morin, conseillère relations entreprises pour Midi-Pyrénées Sud. Voilà. Et Benoît Beillet, agent de contrôle Midi-Pyrénées Sud également. Bonjour. Alors, sans tarder, nous allons regarder maintenant la capsule vidéo. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre JTMSA consacré à l'emploi saisonnier en France. Aujourd'hui, nous accueillons Justine, conseillère en prévention des risques, et Chantal, conseillère en entreprise, pour aborder plusieurs sujets. Les chiffres clés pour l'année 2022, la sécurité des travailleurs saisonniers et les nouveautés concernant les déclarations d'embauche. Chantal, c'est à vous. Oui, bonjour Michel. On va commencer par passer en revue quelques chiffres clés concernant les contrats saisonniers en 2022 pour comprendre où et comment ces emplois saisonniers se déploient. En 2022, la France a enregistré plus d'1 million de contrats saisonniers, soit 1 76 003 pour être précise. C'est un nombre en hausse notable de 11% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres montrent clairement que l'emploi saisonnier est une réalité importante dans le paysage économique français. Le département du Gers, par exemple, a comptabilisé près de 14 740 contrats saisonniers. Les profils des travailleurs saisonniers présentent quelques particularités. Par exemple, 37% de ces emplois sont occupés par des femmes, tandis que 47% des salariés saisonniers sont âgés de 30 ans ou moins. C'est une population jeune et dynamique, souvent embauchée pour des périodes courtes, puisque la moitié des contrats saisonniers durent moins de 30 jours. Et 16% s'étalent entre 1 et 2 mois. Et quels sont les secteurs qui emploient le plus de contrats saisonniers ? Alors, la viticulture est en tête puisqu'elle occupe 39% des contrats. Viennent ensuite les cultures spécialisées avec 31% des embauches. 14% des contrats saisonniers sont occupés par les cultures et les élevages non spécialisés. Enfin, les entreprises de travaux agricoles représentent 7% des contrats saisonniers. En ce qui concerne la déclaration d'embauche, elle est essentielle pour garantir la protection sociale des travailleurs saisonniers. Elle assure la sécurité juridique pour les employeurs que vous êtes et les risques qui sont liés à cette non-déclaration ou à des erreurs de déclaration dans les formalités peuvent entraîner des conséquences graves pour les employeurs et pour les salariés. Et pour les employeurs, on peut aller jusqu'à des sanctions financières. L'embauche de travailleurs étrangers nécessite aussi des démarches spécifiques, comme par exemple pour les travailleurs étrangers, l'obligation de fournir des justificatifs sur la régularité du séjour en France, ou pour les travailleurs mineurs, l'obligation d'informer l'inspection du travail. Pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs saisonniers, il y a des mesures de prévention qui doivent être impérativement mises en place par les employeurs. Il faut les accueillir correctement, évidemment, leur expliquer l'organisation du travail, les tâches qu'ils vont devoir effectuer, les règles de sécurité, et les employés permanents sont aussi là pour accompagner les saisonniers. La MSA, donc la Mutualité sociale agricole, propose des outils et des formations pour aider les employeurs dans cette démarche. C'est un aspect crucial pour créer un environnement de travail sûr et sécurisé. Bien sûr, nous ne pouvons pas terminer sans vous parler du TESA simplifié. Le TESA, c'est un outil qui facilite les démarches administratives pour les embauches de salariés en CDD de 3 mois maximum. C'est aussi un service gratuit et accessible en ligne, ce qui simplifie grandement les formalités liées aux embauches de saisonniers. Dans sa nouvelle formule lancée en janvier 2024, le TESA propose une interface modernisée, simplifiée, rendant les démarches plus fluides pour les employeurs. Il permet également de générer des déclarations sociales nominatives, DSN. Voilà pour notre JT consacré aux contrats saisonniers en France. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Alors, évidemment, je vais rebondir sur l'outil TESA simplifié. C'est un outil qui est en constante évolution et depuis janvier 2025,
je dois dire qu'on a connu plusieurs nouveautés. Effectivement. Voilà, Laurence, si tu veux bien nous en parler. Oui. Alors, la première nouveauté à signaler, elle se situe au niveau de la déclaration préalable à l'embauche, puisque, vous l'avez peut-être constaté, donc, il y a une saisie obligatoire du numéro de sécurité sociale dès lors que le salarié est de nationalité française. Donc, ce numéro, il se compose de 13 chiffres que vous saisissez. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est que ça améliore votre saisie, puisque ça remonte automatiquement les informations d'état civil voilà, sur votre écran que vous vérifiez. Et ça calcule également la clé, c'est-à-dire les 2 derniers chiffres. Donc, vous vérifiez effectivement que ça corresponde bien à ce que le salarié vous a signalé lorsqu'il vous a donné ces éléments d'état civil. Comment faire lorsque vous embauchez des salariés qui sont jeunes, c'est-à-dire qui n'ont déjà pas de carte vitale, qui ont moins de 16 ans? Donc là, le numéro de la sécurité sociale existe. Il est disponible sur les attestations de droit des parents ou bien sur la carte de complémentaire santé du parent ouvrant droit. D'accord. Au moment de l'embauche, il y a des pièces à fournir de la part de l'employeur. Quelles sont-elles? Oui, on peut en profiter donc, pour faire un rappel qu'il est de votre responsabilité en tant qu'employeur de récupérer et de transmettre à la MSA, via le téléservice dépôt de documents, donc un certain nombre de pièces d'état civil. Donc, dans tous les cas de figure, vous devez récupérer un scan de la pièce d'identité, recto verso s'il s'agit de la carte d'identité française. Et en fonction du lieu de naissance et de la nationalité des salariés, il y a d'autres pièces qui sont à fournir. Donc, dans la mesure où le salarié est ressortissant de l'Union européenne, en plus du scan de la pièce d'identité d'origine, vous devez aussi envoyer donc l'extrait d'acte de naissance avec filiation, traduit le cas échéant. Et lorsque le salarié est ressortissant hors Union européenne, à ce moment-là, en plus de l'extrait d'acte de naissance traduit avec filiation, vous devez aussi joindre une copie du titre de séjour en cours de validité et il faut vérifier que ce titre de séjour autorise bien le travail sur le territoire français. Pour certains cas particuliers, lorsque vous signez un contrat OFI, il faut également joindre par le même téléservice le contrat OFI. Donc voilà, ces éléments-là liés à l'embauche de travailleurs étrangers, on va vous les mettre dans le fil de discussion. Et on voulait également que vous portiez une attention particulière à la fourniture de ces éléments, puisque vous allez devoir faire à partir de ces éléments officiels d'état civil une saisie. Il faut qu'elle soit la plus rigoureuse possible pour que, voilà, grâce à ça, ça nous permet d'être efficace, ça nous permet d'identifier et d'ouvrir les droits à vos salariés. On vous demande également de la vigilance quant à l'adresse du salarié. Il faut lui demander l'adresse précise pour qu'on puisse ensuite gérer le salarié et lui poser directement des questions sans avoir à passer par vous, ce qui est un gage d'efficacité dans nos services. Donc, le lien va vous être publié. Et donc, je reviens sur mon évolution du TESA simplifié. La deuxième évolution qui a vu le jour dans le courant de l'année 2025, ça a été une fonctionnalité qui vous permet de renouveler le contrat salarié. Donc, pour ce faire, il faut que le contrat soit évidemment en cours, c'est-à-dire que vous ayez saisi au moment de la déclaration préalable à l'embauche une date prévisionnelle de fin de contrat. Donc, le renouvellement est possible dans la limite des 3 mois pour le TESA classique, dans la limite d'1 mois pour le contrat vendange, puisque c'est un cas particulier. Et vous pouvez procéder à 2 renouvellements pour le TESA de 3 mois et un seul dans le cadre du contrat vendange. Donc, pour ce faire, depuis votre tableau de bord du TESA simplifié, vous allez dans le cadran supérieur gauche. Et là, donc, vous allez sur l'onglet « Mes contrats », vous cliquez, vous sélectionnez le salarié duquel vous souhaitez prolonger le contrat. Et là, vous avez 2 possibilités. Soit directement en agissant sur la fin de contrat qui apparaît en bleu avec un stylet voilà, à droite. Donc, cliquez dessus, vous modifiez la date de fin de contrat. Ou bien, en bout de ligne, vous avez un bouton « Action » qui va vous permettre, entre autres choses, de renouveler le contrat de travail. Enfin, donc la troisième, tous ces éléments-là, vous les retrouvez puisque le guide utilisateur du TESA simplifié a été mis à jour. Donc, on va vous mettre le lien dans cette conversation, plus le site de référence tesa.msa.fr. Enfin, la troisième évolution, c'est un envoi automatique de la déclaration sociale nominative. Donc, le 10 du mois qui suit la période de paie, si vous n'avez pas vous-même procédé à l'envoi de la DSN, un envoi automatique se produit. Ça, c'est en vigueur depuis la paie du mois de janvier 2025. Voilà, Christelle, pour les principales évolutions de l'outil. Très bien, merci beaucoup. Alors, Benoît, face à un accroissement ponctuel d'activité, certains employeurs choisissent de faire appel plutôt à des entreprises extérieures. Alors, j'imagine qu'il y a des points de vigilance à mettre en relief ou en tout cas des précautions à prendre. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, effectivement, Stella.
Les entreprises et l'exploitation agricole ont besoin ponctuellement dans la réalisation de travaux ou de prestations de services d'entreprises extérieures, et notamment pour des contrats supérieurs à 5 000 euros. Il y a des obligations à faire par rapport à ces donneurs d'ordre. Donc, on va voir effectivement, on va lister les documents qui sont indispensables avant de faire appel à ces entreprises. Donc, avant de co-contracter, il faut s'assurer que l'entreprise avec qui on va faire ce contrat de prestation soit bien affiliée et donc avec un numéro sirène actif. Donc, on lui demande soit un extrait CABIS ou une inscription au registre des métiers, par exemple. Ça nous permettait d'avoir donc le numéro sirène, mais également aussi l'activité pour laquelle elle est déclarée. Que ce soit aussi en concordance entre sa déclaration et les travaux pour lesquels on lui demande d'intervenir. De plus, il faut aussi qu'on demande donc au régime de sécurité sociale compétent, donc à savoir si c'est une entreprise agricole auprès de la MSA où il a le siège d'activité, une attestation de vigilance. Cette attestation de vigilance indique donc que l'entreprise fait ses déclarations sociales auprès de ce régime-là, mais aussi que cette entreprise est à jour de ses cotisations sociales, ce qui est une obligation pour qu'elle puisse se contracter avec des donneurs d'ordre. Donc ça, c'est des documents indispensables et qui permettent la maîtrise de ces contrats. De plus, si cette entreprise met à disposition du personnel, il faut qu'elle puisse justifier que ces personnes sont bien déclarées sur leur entreprise et donc sur leur registre du personnel, avec effectivement les mêmes documents dont parlait Laurence, si c'est des personnes issues de l'Union européenne ou en dehors. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le devoir de vigilance quand on veut contracter avec une entreprise pour effectuer un contrat supérieur à 5 000 euros. Donc c'est un devoir de vigilance et qui incombe à tout donneur d'ordre. D'accord, très bien. Alors, admettons, je suis employeur, je fais appel à un prestataire de service, je ne respecte absolument pas les points de vigilance dont tu viens de parler. Quels sont les risques que j'encours? Est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, tout à fait. Donc, s'il y a un contrôle sur place, et par un agent verbalisateur, que ce soit la MSA, l'inspection du travail, la gendarmerie ou même l'URSSAF, si l'entreprise qui intervient commet des infractions de travail dissimulé, à savoir qu'elle n'a pas déclaré son activité, donc de la dissimulation d'activité, ou de la dissimulation d'emploi salarié, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle du travail au noir, elle va être sanctionnée d'un procès verbal qui va être transmis au procureur de la République. Donc cette infraction va être relevée, et si du fait de cette infraction, le donneur d'ordre n'a pas fait valoir ce devoir de vigilance dont on vient de parler, il peut être reconnu solidairement responsable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solidarité financière peut être engagée à son encontre. Ça veut dire que les sommes qui vont être appelées aux co-contractants, c'est-à-dire aux sous-traitants, aux prestataires de services, et qui est défaillant, ces sommes-là, à hauteur donc, du contrat, peuvent être récupérées au donneur d'ordre. Donc c'est quelque chose de primordial. Ça veut dire que l'engagement financier du donneur d'ordre et donc de l'exploitation de l'entreprise agricole peut être engagé. Et ça, c'est quelque chose qui va être mis en place au niveau national et tout régime confondu. Donc, c'est des choses importantes à savoir. Donc, en conclusion, quand on fait appel à des entreprises extérieures, bien prévenir de son devoir de vigilance avec la demande de tous les documents obligatoires et en sachant que des risques financiers peuvent être engagés. Donc, pour sécuriser les procédures, faites bien attention et demandez bien les bons documents aux entreprises extérieures qui veulent ou qui doivent intervenir sur votre activité. D'accord, merci beaucoup, Benoît. Je ne vois pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. Je pense qu'il est important peut-être de vous publier le lien de l'adresse pour toutes vos questions relatives au Code du travail. Alors, revenons à la déclaration préalable à l'embauche, à la DPAE. En matière de suivi médical, c'est quelque chose qui est très important. Je dirais même que c'est indispensable. Marie, pour quelle raison? Oui, tout à fait. La DPAE va nous permettre de déterminer le suivi choral salarié. C'est-à-dire qu'on a 3 types de suivi. Un suivi simple pour les salariés qui ne sont soumis à aucun risque particulier. Un suivi renforcé
pour les salariés qui sont soumis à des risques tels que les zoonoses, donc des agents biologiques de groupe 3 et 4, des chutes de hauteur, l'exposition aux produits phytosanitaires, etc. Il y en a toute une liste. Donc ceux-là, on va avoir un suivi un petit peu différent. Donc, et enfin, le suivi adapté pour les personnes, soit pour les mineurs, pour les femmes enceintes, et pour les personnes ayant une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Et ensuite, le suivi va être différent pour toutes ces catégories de personnes. Les personnes qui sont en suivi renforcé, on doit les voir avant l'embauche. Pour autant, on a quand même besoin de la DPAE. Donc, on les voit dans le temps qui se trouve entre la DPAE et l'embauche. Les personnes qui sont en suivi simplifié, alors en ce qui concerne les saisonniers, on ne les voit que si le contrat dure plus de 45 jours. En dessous de 45 jours, il n'y a pas forcément de visite médicale. Les personnes en suivi adapté, on les voit aussi pour les contrats saisonniers. Pour les personnes qui n'ont pas de visite médicale obligatoire, on peut être amené à faire des interventions collectives. Donc, il faut prendre contact en amont avec nous et on peut faire une intervention sur la santé, la sécurité au poste concerné par le travail saisonnier demandé. Et en ce qui concerne justement ces DPAE, on a une réforme qui arrive au 1er octobre, et à savoir que les autorisations de conduite et les habilitations électriques, qui étaient auparavant des risques mettant les personnes en suivi renforcé, sortent de ce suivi-là. Et on va demander par contre aux salariés d'avoir une attestation par le médecin du travail indiquant qu'il n'a pas de contre-indication à la conduite ou pour l'habilitation électrique. Cette attestation sera valable 5 ans et il tient au salarié de la montrer à son employeur. Donc, un saisonnier qui conduit des engins sur plusieurs exploitations différentes peut bien garder son attestation, la présenter à chaque employeur et ainsi il n'aura pas besoin de repasser sa visite médicale. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Alors, j'ai une question justement relative aux visites médicales. Alors, pourquoi certaines fois, on reçoit une invitation et d'autres fois, rien du tout? Pour certains contrats, on reçoit la visite médicale, parce que, pour d'autres, on ne reçoit comme je vous le disais, donc le suivi renforcé, quand on a eu la DPAE, on a vu qu'il y avait les risques adéquats, s'il y a un suivi renforcé, on va convoquer la personne. Normalement, si tout se passe bien, avant son embauche. Si c'est un suivi simplifié et que le contrat dure moins de 45 jours, on n'enverra pas de convocation pour une visite. D'accord. Laurence, j'ai une autre question. Quel est le nombre de mois maximum d'un contrat saisonnier? Alors, en règle générale, ça dépend de la nature des travaux saisonniers. Maintenant, si la question concerne l'outil TESA simplifié, bien c'est adapté pour des CDD de 3 mois maximum, ramené à 1 mois dans le cadre du contrat vendange. Voilà, pour les questions qui ont été posées, alors n'hésitez pas à continuer vraiment à poser vos questions. Marie, je vais revenir sur les actions du territoire, sur le territoire. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées justement pour accompagner les employeurs, mais aussi les salariés. Vous pouvez m'en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a des entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement parce qu'ils ont des saisonniers sur les mêmes types de travaux. Et on peut construire avec eux des interventions collectives pour informer les salariés sur les risques, les dangers auxquels ils vont être exposés et sur les éléments qui peuvent les protéger. Donc, ça, c'est vraiment à fixer avec chaque entreprise en fonction des travaux, en fonction des équipements de protection collectifs ou individuels qu'ils ont mis en place ou qu'ils souhaiteraient mettre en place. Et ça permet d'informer tous les salariés au début des contrats saisonniers. Est-ce qu'une saison fromagère, Laurence, est considérée comme une saison, sachant qu'elle dure 7 mois chez cette personne? En matière de droit du travail, tu me complètes si jamais, la saisonnalité est liée à un rythme végétal ou animal de production. Donc, effectivement, je pense qu'on peut considérer que dans le cadre d'une saison de fabrication de fromage, on est dans un cadre de travail saisonnier. Donc maintenant, si la durée prévisible est de 7 mois, ça signifie que vous ne pouvez pas utiliser le TESA simplifié pour ce type d'embauche-là. Là, par contre, vous avez un autre outil que la MSA met à votre disposition de la même façon et qui s'appelle le TESA+. Là aussi, tous les éléments sur le TESA+ sont accessibles via le site tesa.msa.fr que je vous invite donc à consulter.
D'accord, Laurence. Alors, on va vous mettre tout de suite dans le fil de conversation donc les adresses mail pour contacter donc le service santé au travail, parce que justement, je vois une question un petit peu personnelle par rapport à 2 salariés qui n'ont pas été contactés. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher des services compétents et on se penchera vraiment sur votre dossier personnel. Voilà, on va attendre un petit peu. Peut-être que vous avez d'autres questions qui vont arriver. De notre côté, est-ce que vous souhaitez... Pour répondre à la personne qui a 2 salariés qui sont restés de plus de 4 mois, normalement, la déclaration, la DPAE va déclencher dans notre logiciel la nécessité de faire une visite médicale. Si vous voyez que ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut nous écrire aux adresses mail qu'on vous a mis juste en dessous de votre message. Est-ce que vous avez d'autres questions? De notre côté, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être? Il y a une question. Il y a une question. Alors, bonjour, pour les contrats de moins de 3 mois, on utilise TESA simplifié. Si c'est plus de 3 mois, ce serait plutôt TESA plus. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, sachant qu'on ne peut pas utiliser les 2 outils concomitamment. C'est-à-dire que dès lors que vous allez avoir soit un CDD de plus de 3 mois, soit tout autre type de contrat, vous allez devoir utiliser le TESA+. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus accès au TESA simplifié. Pour ce webinaire, merci pour ce webinaire, mais pourquoi n'a-t-on pas sollicité les nouveaux installés? C'est un choix qu'on a fait de prendre les potentiels employeurs de saisonniers. Nous traitons nos salariés saisonniers comme les autres et non avec le TESA. Quel est l'avantage principal d'utiliser le TESA? Ça vous permet d'avoir une solution qui vous apporte des simplifications majeures. Donc, que ce soit au moment de l'embauche, puisque la déclaration préalable à l'embauche tient lieu de contrat de travail, donc 2 déclarations donc, au service santé et sécurité au travail. Voilà, remplit tout un tas de formalités. Ça a été co-construit d'ailleurs avec les services de l'inspection du travail. Et en termes donc, de bulletin de salaire, il est simplifié. Voilà, et il se calcule automatiquement. Et la DSN se génère, bien sûr qu'il fait le prélèvement à la source, et la DSN se génère toute seule. Donc, ça simplifie vraiment vos démarches. Mais si déjà vous utilisez donc, un tiers déclarant peut-être, auquel vous avez confié l'ensemble de la gestion de vos salariés, voilà, vous avez par contre la possibilité de faire coexister donc, cette gestion par votre tiers déclarant et vous-même de faire du TESA simplifié. Ça, c'est une possibilité qui vous est offerte. Donc, pour l'envisager, je vous invite à contacter votre service relations entreprises sur la MSA Midi-Pyrénées Sud, et le service donc, des conseillers sur la MSA Midi-Pyrénées Nord. D'accord. Je fais des TESA simplifiés pour mon fils et mon mari pour notre entreprise et ils sont par ailleurs exploitants agricoles à titre principal. Doivent-ils passer par la visite médicale, Marie? Alors, s'ils sont salariés pour plus de 45 jours, ils doivent passer la visite médicale à ce titre-là. La visite médicale n'est pas obligatoire pour les non-salariés agricoles. Elle est possible s'ils décident d'adhérer à ce service, mais elle n'est pas obligatoire. Et s'il y a un doute, je vous invite à envoyer un mail au service MPS ou MPN pour donner un petit peu plus de détails et qu'on puisse vous répondre précisément. Voilà, il me reste quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. On va attendre quelques minutes supplémentaires. La DPAE supérieure à 45 jours déclenche donc automatiquement la demande de visite médicale. Il n'y a pas besoin de faire de demande. Alors, normalement, non. Mais si la demande n'est pas bien remontée dans nos bases de données, que vous ne voyez pas arriver de convocation, c'est là où vous pouvez nous solliciter pour demander la visite. Vous pouvez redire combien de fois on peut renouveler un TESA simplifié, s'il vous plaît? Dans le cas général, c'est-à-dire que vous faites un CDD de maximum 3 mois, vous pouvez le renouveler à 2 reprises. Si par contre vous concluez un contrat vendange,
un seul renouvellement est possible. Bien. Lorsque je fais des bulletins de salaire et que je ne valide pas la DSN avant le 10 du mois, le mois suivant, on me demande de valider la DSN alors que vous avez dit qu'elle se valide automatiquement. Oui, dans le cadre du TESA simplifié, ça a été une évolution qui a été réalisée donc, depuis la paie de janvier 2025, donc à partir du 10 février 2025. Normalement, ça se valide automatiquement. Donc, si vous avez un doute, voilà, envoyez un message via votre messagerie sécurisée au service cotisation sur salaire qui fera une vérification et voilà, qui vous dira ce qu'il en est exactement. Très bien. Si on oublie de vous solliciter pour la visite médicale, est-ce qu'on engage notre responsabilité? Alors, pas si vous oubliez de nous solliciter. Par contre, si vous déclarez pas bien sur la DPAE les risques du salarié, là oui. Mais la convocation aux visites systématiques, donc d'embauche et périodique, est de notre responsabilité. Pouvez-vous nous donner un contact quand nous avons besoin de réponses en pleine saison? Sur quel sujet? Je pense sur le TESA, je dirais. Si c'est sur le TESA, votre premier interlocuteur, c'est le service cotisation employeur. Et la façon la plus efficace pour poser les questions, obtenir les réponses, c'est donc la messagerie sécurisée dont je viens de vous parler. Sachez que vous avez toujours la possibilité de joindre ce service par téléphone aussi. Après combien de mois je peux refaire un TESA à un salarié? On peut refaire un TESA simplifié à un salarié, toujours en respectant la durée maximale de 3 mois. Attention cependant à ne pas renouveler de façon abusive les CDD, puisqu'il y a un risque alors que ce soit requalifié donc, en contrat abusif. Donc, il faut veiller à respecter le droit du travail. Donc, si vous avez un doute, je vous invite à contacter l'adresse qui vous donnera des renseignements à ce sujet. Je souhaiterais savoir s'il est désormais obligatoire de noter précisément les jours de présence et d'absence sur le système du TESA simplifié. Oui, c'est une obligation. Pour avancer sur les grands suivants, vous devez obligatoirement avoir renseigné et le nombre de jours de présence et le nombre de jours d'absence. Ça permet un contrôle de cohérence, tout simplement. Bien. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. On arrive au terme du webinaire, donc 14 heures comme il était annoncé. Voilà, de mon côté, je vous remercie à tous de vous être connectés. Je vous remercie également à tous les trois pour vos réponses très précises. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci.